monde complet extra est présenté par Baseball Québec, la fédération du sport officiel de l'été. Avec votre équipe à l'animation, Alain Usereau et Mark Griffin. Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball. Les Capitales de Québec ont une belle réputation à travers la Ligue Frontier avec tous leurs championnats. Entretien avec le gérant Patrick Scalabrini. On reçoit Pat Scalabrini aujourd'hui, Patrick Scalabrini, qui est évidemment l'entraîneur-chef des Capitales de Québec. Mais il est beaucoup plus que ça, Patrick Scalabrini. Puis, Patrick, avant d'entrer dans la saison 2025 des Capitales de Québec, j'aimerais ça qu'on parle un peu de toi, Patrick. Le baseball, rapidement, là, c'est venu comment dans la vie de Patrick Scalabrini? Est-ce que c'est tout jeune? Est-ce que c'était sur le tard? Ça arrive de où, tout ça? Ouais, ben en fait, ça a débuté tout jeune. Là, tu sais, je me rappelle à un très jeune âge d'écouter les expos à la radio, d'écouter Jacques et sa merveilleuse voix radiophonique nous parler des joueurs de Tim Wallach, de Gary Carter à ces années-là. Moi, chez nous, c'est ma mère, c'est du côté des Blouins que ça jouait plus au softball. Ma mère était dans une ligue de softball et tout ça, donc j'ai des vagues souvenirs d'aller la voir jouer là, au parc du village à Waterville. Donc ça a comme débuté comme ça, et puis par la suite, à peu près chaque journée de ma vie en été, moi et mon frère Danny, on jouait sur le côté de la maison, on trouvait des endroits pour se défier, se lancer, aller frapper et tout ça. Donc ça date d'un très jeune âge, et puis par la suite, évidemment, comme tout bon petit jeune joueur de baseball, j'ai poursuivi mon développement du village à une plus grosse ville à graduer à différents niveaux. Oui, bien là, tu sautes pas mal d'étapes. Je sais, Patrick, tu as fait, évidemment, tu as joué dans le baseball professionnel, mais avant d'en arriver là, tu as joué du baseball universitaire. Là, tu vas envier peut-être bien du monde, mais tu as joué une partie de ton baseball universitaire à Hawaï. Exactement. Quand je suis parti, évidemment, j'étais allé à l'ABC là, ici au Québec, et puis j'ai eu un offre. J'étais allé d'un junior college en Oklahoma en premier. Donc, j'étais allé à Séminole, comme plusieurs Québécois dans ces années-là. On était allé là, comme Éric Gagné et tout ça. Et puis, par la suite, après mes 2 ans là-bas, on est allé aux séries mondiales. J'ai eu quelques offres, et puis j'ai eu une offre une bourse pratiquement complète pour aller à l'Université d'Hawaï. J'ai parlé à d'autres universités, mais en bout de ligne, je savais que je regretterais toute ma vie si je refusais une offre pour aller d'aller terminer mon bac à l'Université d'Hawaï. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai joué là 2 ans. J'ai demeuré 3 magnifiques années à l'université là-bas. Ça a été que de beaux souvenirs. Ça a été tout le positif que j'avais entendu dire de Hawaï, ça a été ça et plus. Donc, des souvenirs mémorables. Et là, tu as eu une aventure professionnelle qui s'en est suivie. Comment ça s'est déroulé après justement tes années universitaires? Ben, ça a été un parcours un peu atypique. J'étais pas un espoir de Ligue majeure nécessairement. J'étais un bon joueur universitaire. J'ai eu la chance d'avoir les Capitales qui étaient à leur premier balbutiement en 2001, tout de suite après mon parcours universitaire, que j'ai eu un appel de ton ami Stéphane Bédard d'ailleurs pour m'amener, pour tenter ma chance à Québec. Bien honnêtement, je connaissais rien de la Ligue, de l'Indépendant, des Capitales de Québec à ce moment-là. Moi, je viens de l'Estrie, et c'était tout nouveau, comme je le mentionnais. Donc, je suis venu tenter ma chance tout de suite après ma saison universitaire. Après une deuxième saison, si on veut, où j'ai grandement performé. J'ai eu l'occasion de signer un premier contrat professionnel affilié, si on veut, avec les Cubs de Chicago. Longue histoire courte, ça n'a pas fonctionné immédiatement. Je suis retourné jouer un an ailleurs à Winnipeg, et puis par la suite, j'ai pu signer avec les Orioles de Baltimore, où j'ai roulé ma bosse un petit peu plus avant de revenir terminer ma carrière là, après les Saints de Saint-Paul. Je suis revenu finir ma carrière à Québec, ne sachant pas que j'allais y coller pour plusieurs saisons par la suite. Bon, et puis là, écoute, Patrick, est-ce que tu savais d'ores et déjà dans ton parcours que
devenir entraîneur était quelque chose que tu avais déjà mûri un peu ou c'est vraiment arrivé par la bande, là? Vraiment, pas du tout. Je veux dire, c'est comme arriver sur le tard, en fait, et beaucoup plus tôt que je l'aurais imaginé. J'étais un athlète qui... je me suis jamais trop posé de questions sur ce que j'allais faire, premièrement. Et puis, plus tard dans ma carrière de joueur, j'ai pris pour modèle certains joueurs, certains athlètes qui étudiaient, qui réfléchissaient la game un peu différemment. T'sais. Donc, je regardais des vétérans aller, puis ce qui me parlait un petit peu plus, c'était ça, c'était d'étudier un petit peu plus les patterns, là, les façons de faire, de travailler, les séquences des lanceurs, ces trucs-là. Donc, je me suis mis à prendre des notes. Ça, c'est dans le temps où on avait beaucoup moins de statistiques, accès à beaucoup moins de statistiques avancées, ces trucs-là. Donc, je prenais des notes sur tous les lanceurs que j'affrontais, tout ce qui me lançait dans tous les comptes et tout ça, puis je revisais beaucoup mes trucs et tout ça. Donc, j'arrivais à avoir une approche un petit peu différente. Je pense que c'est ce qui a un peu plu à certaines personnes. Entre autres, c'est Michel Laplante qui m'a donné l'opportunité de poursuivre ma carrière du côté des entraîneurs. C'est lui qui m'a invité à la base. Tout ça. Puis je pense que c'est ce qui lui avait parlé, là, un peu mon leadership oui, mais aussi cette façon d'analyser un peu le match d'une façon différente. Donc, vers la fin de ma carrière, le baseball, c'est à peu près tout ce que je connaissais. Et puis, je voulais demeurer dans ce cercle-là, ne sachant pas trop où ça allait m'amener. Et puis, relativement tôt, là, au début trentaine, j'ai eu l'occasion de faire les deux. Là. J'étais entraîneur des frappeurs tout en pouvant continuer de jouer. Et puis, évidemment, ça a allumé une petite étincelle dans ma tête, dans mon cœur, pour voir, qui m'a démontré que peut-être ça serait un avenue que je pourrais envisager là, pour le futur. Donc, une couple d'années plus tard, Michel a décidé de se retirer, ce qui a surpris bien des gens, moi le premier. Je m'entraînais pour jouer, pour continuer. J'avais 34 ans, je pense. Là. Donc, soudainement, d'avoir cette opportunité-là de devenir entraîneur-chef, ça a été... encore une fois, comme je le mentionnais, plus tôt que je l'avais imaginé, mais je savais que c'était quelque chose que je voulais essayer, que je voulais faire, évidemment avec un petit peu le sentiment de ne pas être prêt ou de tout ça. On s'est lancé dans l'aventure et puis on a appris rapidement et on apprend toujours. Oui, mais là, écoute, c'est depuis, corrige-moi si je me trompe, mais là, tu es l'entraîneur-chef depuis 2010. Oui, exact. Alors, je suis pas très fort en maths, là, mais je veux dire, ça fait quand même déjà pas mal d'années, mon cher Patrick. Mais ce que je veux comprendre, c'est que, bon, être entraîneur-chef, être gérant là, d'une équipe de baseball, c'est une chose. Mais lorsqu'on est dans une équipe indépendante, c'est que là, c'est un peu ta responsabilité, ou en fait la responsabilité de l'entraîneur-chef ou du gérant de former son équipe. Alors là, c'est bien ça, hein? Tout à fait. La plupart des équipes indépendantes, c'est ça. Il y en a qui ont un directeur général opération baseball, si on veut, qui s'en occupe un petit peu plus. Mais dans mon cas, ça a toujours été les deux. J'ai toujours porté les deux chapeaux. Pour être bien honnête, la portion directeur général que j'occupe, opération baseball, là, est beaucoup plus importante, à mon avis. Au niveau baseball, au niveau du coaching en saison, je fais à peu près pas de technique. Je fais de la stratégie, évidemment, pendant les matchs, mais mon impact est beaucoup moindre que celui du Pat Scalabrini, le DG. Là, parce que c'est là que je pense que les Capitals, on a du succès parce qu'on va chercher du talent, parce qu'on est capable de signer des joueurs qui vont être capables de performer ici, beaucoup plus que des joueurs qui vont être amenés par le coaching. Donc, cette portion-là de mon boulot, c'est une portion qui m'allume énormément, que j'aime faire. Je pense que c'est la portion également que je suis peut-être le meilleur dans mes deux portions. Donc, c'est ce qui demande beaucoup de travail, qui demande une belle estime de soi, parce que je me fais dire non à plusieurs reprises pendant l'hiver. Mais j'ai appris à gérer et à vivre avec mes échecs. Mais non, c'est vraiment la grosse partie du boulot, la plus grosse partie du travail que j'ai à accomplir là, dans une année complète. Bon, je veux pas que tu me dévoiles tous les secrets des Capitals, mais
c'est évidemment, là, j'imagine que là, c'est un réseau de contacts, tu sais, je veux dire, toi, là, comment tu sais que tel joueur, je sais pas, moi, est libéré de telle organisation, ça t'intéresse, tu as besoin d'un joueur de deuxième but, je veux dire, là j'imagine que tu étales ce fameux réseau de contacts un peu partout, là. Oui, exactement. Mais tu sais, il y a vraiment plusieurs vagues, si on veut, de joueurs qui deviennent disponibles. Et puis, selon le moment dans l'année, ça varie énormément. Donc, il y a du travail pur et simple à faire, de toujours regarder. J'ai ma routine là, où je regarde toutes les listes, toutes les ligues à chaque jour, même en novembre, par exemple, quand il n'y a pas grand-chose qui se passe nulle part. Juste m'assurer que j'en manque pas. Parce que les joueurs de qualité, évidemment, le moment où ils sont libérés, il y a 20 rapaces qui les appellent du baseball indépendant pour les amener là. Fait que des fois, tu es en retard de quelques jours puis tu manques le bateau. Donc, je m'assure de toujours être à l'affût, de regarder toutes les ligues, que ce soit les ligues d'hiver, le baseball affilié ou quoi que ce soit, premièrement. Deuxièmement, je m'assure également de suivre les ligues amateurs. Admettons la Ligue Intercounty, l'IBL en Ontario, qui est une très bonne ligue, un peu semi-pro. Donc, je vais chercher des joueurs là à l'occasion. Justin Gideon, qui est à peu près notre MVP depuis 2 ans, est un très bon exemple, qui a été un des meilleurs joueurs de cette ligue-là au fil des ans. Donc, bref, je m'assure de m'assurer que je manque rien au niveau des libérations des joueurs qui deviennent disponibles. Et puis, évidemment, je suis assez agressif dans les appels là-dedans. Moi, maintenant, ça fait 15-16 ans que je suis entraîneur-chef. J'étais joueur un peu avant, donc je suis dans ma ligue, entre autres, sur 18 équipes, je suis l'entraîneur qui est là depuis le plus longtemps. Donc, j'ai pas mal tout le temps des joueurs. Quand un gars est libéré du 2A des Mets de New York, ben, c'est rare que j'ai pas un gars de l'organisation des Mets qui a soit joué avec, qui a joué pour nous préalablement ou au moment présent, ou un coach dans l'organisation qui peut pas me guider sur quel type d'être humain il est, c'est une bonne personne, est-ce que c'est quelqu'un qui mérite d'être que je m'attarde un petit peu plus à peut-être essayer de le signer. Ensuite de ça, est-ce que j'ai un inside track? Est-ce que j'ai quelqu'un qui peut le contacter avant moi pour lui parler, de dire que je suis quand même un peu cool, que les capitales sont intéressants, que Québec est une belle ville et tout ça, avant le premier appel. T'sais, faire un cold call, là, ça marche à peu près jamais dans ce monde-là. Fait que j'essaie de trouver cette façon d'intriguer un joueur avant de lui parler. Donc ça, c'est une façon de faire. Ensuite de ça, c'est le timing. T'sais, pendant la saison morte, c'est bien beau, on a du temps. On peut bâtir notre équipe un petit peu selon les joueurs qui deviennent disponibles, oui, mais selon nos besoins. Mais le cercle de contact est extrêmement important à plusieurs égards. Par exemple, en saison, avec un alignement de 24 joueurs, si on a un joueur clé, par exemple mon joueur d'arrêt-court qui se blesse, c'est très, très difficile d'avoir une profondeur intéressante de rappeler le bon latéral du 3. On n'a pas ça. Donc, c'est d'être capable de se retourner rapidement puis de remplacer ce gros morceau-là qui tombe. Parce que des fois, à l'interne, c'est impossible dans la structure de notre alignement. Donc, c'est d'être... Là, c'est le moment. Là, j'appelle, je contacte tous mes contacts, des agents, des équipes des ligues majeures, partout pour voir, s'il vous plaît, j'ai besoin du meilleur recours disponible, j'en ai besoin demain. Fait que, là, des fois, ça prend un petit peu de temps, mais le fait d'avoir plusieurs contacts, souvent, c'est venu me sauver la vie. Puis des fois, c'est des gars qui m'ont jamais trouvé de joueur intéressant, mais que tu gardes en contact pareil, puis il suffit d'un que ça peut te sauver sans dire sauver une saison, ça peut grandement t'aider dans une saison. Donc, à ce niveau-là, la banque de contacts est extrêmement importante. Puis c'est quelque chose qu'on essaie d'alimenter et d'agrandir d'année en année. T'sais, cet exemple, cette année, cet hiver, ça a été justement, c'est un bon exemple de ce qu'on essaie de faire. On est allé faire un voyage au Japon on a eu un Japonais l'an dernier, il y a eu du succès, donc on s'est fait approcher pour peut-être aller faire un try-out, un camp d'essai là-bas, chose qu'on a faite. Et puis, l'idée, c'était ça. C'est pas nécessairement d'aller chercher un joueur clé cette année, mais c'était d'ouvrir une petite banque là-bas en espérant qu'il y ait des joueurs au fil des ans qui pensent à nous en premier. Quand un gars, un excellent joueur devient disponible. Puis c'est drôle, ça s'est fait plus rapidement que prévu. Le try-out, ça a été correct. Le camp d'essai, ceci dit, j'ai signé 2 joueurs qui se battent en ce moment pour un poste. Mais par la suite,
Je commence à avoir des Japonais qui me contactent. J'ai eu des agents japonais qui m'ont contacté. On a signé après le camp d'essai un gars que j'ai jamais vu, mais c'est un excellent lanceur qui va venir nous rejoindre dès que son visa de travail est prêt, qui a joué dans les ligues majeures là-bas, qui a un super de beau CV. Donc, des fois, c'est juste ça. Tu commences quelque chose, tu sèmes une graine, puis ça peut pousser, ça peut ne pas pousser. Donc, on en est là. On a fait pareil à Porto Rico, par exemple. On est allé faire un camp d'essai qui n'a pas levé à ce moment-là, mais que peut-être, on le souhaite, ça continue à grandir. Comment est ton japonais, Patrick? Est-ce que tu... Je sais que tu parles espagnol, tu es capable de parler avec les joueurs latins. Ton japonais... Est-ce qu'approximatif, c'est un bon choix? Si on a 2 ou 3 mots qu'on connaît. Mais écoute, parce que évidemment, tu as eu l'expérience avec les joueurs cubains aussi. Tu as parlé de Porto Rico, tu as parlé du Japon. Là, c'est ça qui est extraordinaire. Est-ce que la réputation des capitales, la ville de Québec, c'est pas facile ma question, là, mais tu sais, en pourcentage, là, les championnats des capitales, la réputation des capitales, à quel point ça t'aide justement dans le recrutement puis d'attirer des gars, contrairement à d'autres villes moins connues ou qui ont moins de succès? Ben, ça nous aide énormément. C'est pour ça qu'on a du succès d'année en année, maintenant surtout, parce qu'on est capable d'amener des joueurs à Québec qui ont entendu parler de ce qu'on offre ici, de nos partisans de la ville, du fait qu'on a une chance de gagner à chaque année parce qu'on va être une bonne équipe pour les mêmes raisons. C'est tout ça. T'sais. C'est sûr au début, quand j'ai commencé à faire ça, c'était beaucoup plus difficile. Ceci dit, on offrait quand même de merveilleux trucs. Là. La stade est unique et spéciale. Les gens aiment leur capitale, ils viennent, c'est bruyant, c'est intimidant pour l'équipe adverse. Notre ville est magnifique et tout ça. Donc, ça a toujours été là. Ceci dit, il a fallu se faire connaître, gagner en crédibilité. T'sais, on est quand même une équipe de baseball professionnel au Québec. Dans une culture complètement différente. Étonnamment, c'est encore présent aussi dans certains cas. J'ai eu beaucoup de noms cette année des Américains. Est-ce que c'est la situation politique du moment? Est-ce que je ne sais pas ce que c'est encore, mais c'est présent. Il y en a qui veulent quand même pas sortir des États-Unis, qui veulent pas être payés en argent à Monopoly canadienne, tout ça. Là. Fait que mais bon, ça pour dire qu'on est quand même une des meilleures équipes indépendantes, un des plus gros marchés, des marchés les plus intéressants du baseball indépendant, c'est indéniable. Et puis, dès qu'un joueur pose des questions un petit peu à des copains qui ont joué dans l'indépendant ou qui s'y connaissent, il n'y a pas un être humain qui connaît les marchés qui va dire que Québec, c'est pas une belle place où aller jouer. T'sais. Maintenant, ça dépend des buts du joueur. La question première à chaque fois que je parle à un athlète, c'est combien de joueurs vous avez fait signer au baseball affilié? Leur but premier, c'est de retourner au baseball affilié et c'est tout à fait correct. Donc, pour une raison ou une autre, on n'est pas l'équipe qui en retourne le plus. Entre autres parce que souvent, j'ai des joueurs peut-être juste un petit peu plus vieux que certaines équipes. On a beaucoup de joueurs de visa, nous autres. Moi, c'est quelque chose que j'attaque beaucoup. Je garde le plus de Canadiens possible, méritant évidemment. Mais je vais chercher des joueurs de différents pays pour différentes raisons. Souvent, ils sont disponibles ou je suis capable d'aller chercher pour un petit peu moins d'argent dans le sens où... Parce qu'il faut respecter une masse salariale assez stricte. Mm-hmm. Ce qui me permet d'être bon des fois, c'est de signer un joueur de plus haute qualité qui est prêt à venir pour un peu moins cher. Donc, des fois, le fait qu'il soit un gars de l'extérieur, on lui offre le visa de travail et tout ça, chose qu'une équipe américaine ne ferait pas nécessairement peut-être. L'autre chose, c'est que le joueur est prêt à venir des fois pour moins d'argent à Québec pour toutes les raisons qu'on vient de mentionner. Donc, tout ça pour dire que la question première, c'est quand même ça. Est-ce qu'il y a moins de dépisteurs à Québec des fois? Peut-être parce que c'est plus facile pour dépisteurs d'une équipe affiliée d'aller nous voir à New York, à Boston, à Chicago, peut-être, je ne sais pas. Tu ouvres la porte tu as parlé des joueurs canadiens, les joueurs du Québec. Il y en a quelques-uns, il y en a eu des très bons au fil des années. Comment tu vois le baseball québécois? Est-ce qu'on est à la bonne place? Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent? Est-ce ceux qui sont là en ce moment? Comment tu les évalues? Comment on peut... Tu sais, on fait toujours le jeu de comparaison, là.
Puis je pense que tu es dans une bonne position pour évaluer parce que tu as des joueurs justement québécois parfois qui, j'imagine, vont à ton camp d'entraînement ou il y a des camps d'essai ou peu importe. Comment tu évalues ça, Patrick, en ce moment, là, avec au fil des dernières années? Ben, on est en grande progression encore. C'est excitant, c'est encourageant. On a, en tout cas, nos inscriptions au Baseball Québec sont à la hausse d'année en année. Je ne sais pas ça va être quoi cette année, mais j'ai un bon feeling encore une fois. Les sports-études ont poussé et continuent de pousser. La structure s'améliore d'année en année, donc c'est extrêmement encourageant. On a beaucoup d'athlètes dans les collèges américains en ce moment. Veux pas, c'est encore aujourd'hui nécessaire, je pense, d'envoyer nos jeunes après quelques années ici, de les envoyer continuer de se développer aux États-Unis dans les collèges et tout ça pour différentes raisons. Moi, je suis passé par là, comme on l'a mentionné préalablement. Tes garçons sont là aussi, deux des trois. Donc, c'est important pour devenir un homme, pour grandir, pour aller chercher des belles leçons de vie, pour apprendre l'anglais, tout ça, pour grandir comme être humain, mais aussi, ils jouent des matchs de baseball, ils ont l'occasion de le faire, ils ont des meilleures, quand même, infrastructures, c'est indéniable, et surtout la température. Donc, nous, nos jeunes athlètes vont avoir joué la moitié des matchs qu'un jeune de la Floride va avoir joué au même âge. C'est un petit peu, évidemment, c'est pas à notre avantage. Donc, c'est important, je pense, d'aller poursuivre notre développement là-bas, de un, pour ces raisons-là, et de deux, pour voir où on se situe. Moi, quand je suis parti dans mon junior college, c'était ça que je me disais, puis c'était bizarre, c'était juste, je pense que je suis pas pire au Québec, je veux juste voir j'ai l'air de quoi comparativement à des Américains. Pas une fin de semaine comme on fait avec l'ABC, aller faire un tournoi, une année, là, voir, en 80 matchs, j'ai l'air de quoi après 80 matchs comparativement à John Smith, fait que tout ça, c'est important. Fait que moi, ça m'aide évidemment à ensuite faire la part des choses entre Jean-Michel Tremblay puis Michael Thompson. Fait que en étudiant toutes ces statistiques-là, en les comparant, ça m'aide un petit peu à bâtir par la suite mon équipe à mon goût, notre équipe à notre goût. Puis je veux donner la chance aux Québécois vraiment en premier lieu, parce que je ne ferais pas de ce que je fais de ma vie si les Capitals ne m'avaient pas donné cette opportunité-là. Je veux donner la chance aux Canadiens parce qu'on fait ça pour ça aussi, là, donner des deuxièmes chances à des joueurs comme ça. Ceci dit, j'ai le devoir, puis je me donne le devoir de mettre le meilleur produit sur le terrain puis d'essayer de gagner des championnats. Donc, la ligne est mince. C'est sûr que je vais prioriser d'essayer d'amener des Québécois. Je vais assurément inviter des Québécois au camp d'entraînement plus que d'autres pour ces raisons-là. Maintenant, c'est à voir. Je me suis toujours dit que faut que le joueur soit méritant. On ne fera pas nécessairement trop de cadeaux. Exact. Tu as ouvert la porte de plusieurs championnats, Patrick, la réputation, évidemment, des Capitals. Et là, après un autre championnat en 2024, il y a un changement à la direction. Michel Laplante, qui était le président, qui a décidé de céder sa place. Est-ce que ça change des choses est-ce que ton rôle change? Est-ce qu'il y a eu, au niveau des Capitals, parce que Michel était quand même un gros morceau de l'organisation, je sais qu'il sera peut-être pas loin, mais est-ce que ça change des choses pour la prochaine saison en termes de responsabilité? Pour ma part, pas vraiment. J'essaie d'être un petit peu plus présent, surtout dans les premières années, pour pallier à certaines à la perte de Michel un petit peu, mais bien évidemment, c'est Charles Demers qui était président, qui était DG, qui est devenu président et DG maintenant. Il travaillait que 75 heures semaine, là, il en fait 95. Puis c'est ça. Fait il en prend beaucoup plus. Michel, c'est sûr qu'il nous manque. C'est un ami. C'est plate de ne pas l'entendre raconter ses histoires à tous les jours, mais écoute, on va aller déjeuner plus fréquemment. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle. Michel est complètement zen avec tout ça. Il était prêt pour de nouveaux défis. C'est sa décision et tout ça. Donc, je pense qu'il est parti. Je sais qu'il est parti à un bon moment quand lui a jugé qu'on était capable et prêt à voler de notre propre aile. Je sais qu'il va nous regarder un petit peu de loin. Je suis convaincu qu'il ne viendra pas trop parce qu'il avait fait pareil quand j'ai eu le poste entraîneur-chef. Là, je lui avais succédé. Il avait fait exprès pour s'éloigner et s'assurer qu'on ne sente pas que le grand frère soit au-dessus de notre épaule constamment. Là.
Mais voilà, donc pour moi, ça ne change pas grand-chose parce qu'au niveau opération baseball, Michel voulait ne pas s'en mêler justement, mais il était toujours là pour donner... J'aimais avoir son opinion sur plein de trucs. Je vais continuer de le faire s'il est prêt à me donner son temps. Et puis Charles, c'est ça. Je sais que Charles en a pris beaucoup plus. Mais je pense qu'on va poursuivre, pas je pense. Assurément, on va essayer de poursuivre dans l'idéologie de Michel, de ce qu'il a instauré depuis des années. Patrick, on est en plein camp d'entraînement, en fait, actuellement, la saison des Capitales qui va s'amorcer au mois de mai. Est-ce que tu es content de ce que tu vois à ton propre camp d'entraînement pour la prochaine saison? Est-ce que, évidemment, on a parlé de tous ces championnats-là. J'imagine qu'on en vise un autre, mais j'imagine que c'est des défis additionnels à chaque année. Comment ça se passe actuellement, ce camp d'entraînement-là? Très bien, très bien. On a eu la chance d'avoir 2 journées avec un peu de soleil depuis quelques jours au camp d'entraînement. C'est pas toujours le cas ici à Québec au début, fin avril, début mai. Là. Mais c'est excitant. Cette année, c'est particulièrement excitant et un peu angoissant parce qu'il y a beaucoup de nouveaux visages. On a eu la chance d'amener notre noyau clé là, majeur de 6 joueurs extrêmement importants qui reviennent, des gars qui assuraient déjà un leadership l'an dernier qui sont là. Donc ça, c'est rassurant d'avoir ces gars-là. Ceci dit, il y a beaucoup de nouveaux visages. J'aime beaucoup les gars, le talent qu'on a amené ici sur papier. Cet hiver, je les ai étudiés, je les connais par cœur, j'ai regardé des vidéos. Il y en a quelques-uns, très peu que j'ai vus en action. Mais maintenant, c'est de voir c'est quoi la réalité quand ils se présentent sur un vrai terrain de baseball. Est-ce qu'ils sont en santé? C'est souvent ça la vraie question. C'est bien beau le CV, mais si c'est le gars de 2023, par exemple, on va être très bon. Si c'est le gars de 2024, peu importe. Là. Ça pour dire que des fois, tu as des bonnes surprises, des fois, tu as des mauvaises surprises. Cette année-là, on vient de commencer. C'est excitant. Les gars ont l'air très solides. J'ai vu des jeunes tout l'hiver. Fait que, rien enlevé à nos jeunes, mais c'est juste que là, soudainement, c'est des hommes, c'est des athlètes professionnels qui frappent, qui lancent. Fait que, tu fais ça un peu à chaque année pour dire, OK, c'est vrai, là, c'est quand même un autre coche pareil. Mais très excité de voir les prochaines journées vont être de très grande importance. On a 3 matchs en 4 jours là, en commençant ce vendredi. C'est là que les décisions vont se prendre. Là. Je ne veux pas me faire de tête trop tôt dans le camp parce que c'est le début, là, mais là, ça va être le moment important. Puis, est-ce qu'on a beaucoup de nouveaux visages cette année? J'ai amené plus de joueurs au camp pour se battre pour des postes et tout ça. C'est excitant pour tout le monde. C'est probablement stressant pour les joueurs. Moi, c'est angoissant pour moi parce que c'est la partie de mon boulot que de loin, je déteste le plus. Ouais. Libérer quelqu'un, couper un joueur de l'équipe. Donc, je sais que ça s'en vient. C'est le bout où je dors le moins bien à peu près dans l'année. Mais c'est nécessaire. Et puis, en espérant que ceux qui ne feront pas l'équipe auront grandi quand même de l'expérience. Comme nous tous, là, quand il faut apprendre à vivre de certains échecs, c'est par la suite de voir comment tu te relèves et comment tu fais face à ces échecs-là, souvent qui fait de toi soit un meilleur athlète, soit une meilleure personne. Je doute pas que ça ne doit pas être toujours facile, surtout lorsque tu t'attaches, entre guillemets, là, à des gars super sympathiques, mais que finalement, je peux facilement imaginer que c'est pas un travail facile. Comment ça fonctionne un peu, Patrick? Bon, la Ligue Frontier, t'invites des joueurs au camp d'entraînement. Est-ce que c'est les joueurs eux-mêmes qui sont, par exemple, responsables? Parce que, bon, évidemment, tu t'as parlé qu'il y a des joueurs qui arrivent d'un peu partout. Est-ce que c'est l'équipe qui les accueille à Québec, qui loge à ce moment-là? Comment ça marche, le baseball indépendant, à ce niveau-là? Ou ce sont totalement la responsabilité des joueurs de se présenter à telle date, puis de se présenter aux heures de pratique? Et ça fonctionne comment? Il y a, à ce niveau-là, c'est un petit peu d'organisation en organisation. Il n'y a pas de règles très, très strictes. Il y en avait jadis, là, ils nous permettent d'être plus généreux un petit peu avec nos joueurs. Donc, nous, on s'en occupe. Je signe un Panaméen, je le guide là-dedans, on lui prend son vol d'avion, on est prêt. Lorsque les joueurs arrivent, en fait, ça, pour ce qui est où les joueurs se logent, c'est nous qui s'occupons de ça 100%. Donc, ils arrivent à Québec, on les amène, on loue des condos tout meublés pour l'été, donc ils n'ont qu'à se présenter avec leurs vêtements, on s'occupe de tout. Donc, ça l'enlève aussi du stress et de l'angoisse de certains joueurs, parce que des fois, le choc culturel est immense. Le japonais qui part du Japon, qui ne parle pas du tout ni une des deux langues, qui arrive ici, qui ne sait pas dans quoi il s'embarque,
ça peut être un méchant défi. Donc, de les accueillir, de les amener, qui n'ont rien à se soucier rendu là, on les aide avec les transports aussi et tout ça. Donc, à ce niveau-là, on les encadre très bien. On s'est amélioré, évidemment, au fil des ans. Maintenant, on s'occupe pas mal de tout. C'est évidemment, souvent les joueurs qui sont invités au camp, pas nécessairement les joueurs sous contrat qui sont pas mal certains de faire l'équipe, à ce moment-là, des fois, ces gars-là sont responsables de simplement se présenter, arrive à Québec le 26 avril, pour le reste, on s'occupe de toi. Écoute, c'est toujours fort intéressant. Pat, parle-moi de ton... tu as parlé de Charles Demers, évidemment, qui est maintenant le président, directeur général au niveau des opérations dans le stade et tout ça. Ton personnel d'entraîneur, qui travaille avec toi? Est-ce que ça fait longtemps? J'aimerais ça que tu nous parles de ton personnel. Oui, moi, je suis quelqu'un probablement d'exécrable à côtoyer à tous les jours parce que d'année en année, je suis incapable de garder mes assistants coach. Donc, c'est correct. Je commence à comprendre. Mais cette année, c'est ça. Je m'améliore peut-être avec les années. C'est la première année que je ramène les deux mêmes entraîneurs avec moi pour 2 années consécutives depuis plusieurs années. Carl Gélina était avec moi pendant plusieurs saisons jadis. Ouais. Depuis quelques années, surtout le poste d'entraîneur des lanceurs est une table tournante. Mais là, c'est ça. Fait que Christian Chénard est de retour avec moi cette année pour une 2e année. Christian qui est entraîneur au Canonnier, au sport-études ici à Québec depuis plusieurs années. Christian était aussi mon premier co-chambreur à 18 ans, 19 ans à l'ABC. Ça a été le premier gars avec qui j'ai déménagé et eu comme coloc coéquipier dans le temps de l'ABC. Et c'est aussi le seul lanceur québécois qui m'a donné un coup de circuit lors des ligues des séries mondiales au Colorado, à la Junior College. Mais en tout cas, on s'attend pas à ça. Donc voilà, Christian est de retour avec nous, ainsi que Lachlan Fontaine et mon instructeur des frappeurs. Donc Christian s'occupera un peu mon bench coach, si on veut, ainsi que coach des lanceurs. Et puis Lachlan s'occupe des frappeurs et fait un peu de tout. Là. C'est un athlète, c'est un gars qui était joueur jusqu'à tout récemment. Il a à peine 30 ans. Il a été joueur, il a été frappeur professionnel, puis ensuite il a fait un retour comme lanceur parce que c'est un super athlète. Et puis ça a été la raison pour laquelle je l'ai amené, c'est un peu tout ça, mais c'est aussi parce que c'est le coéquipier ultime. Tout le monde l'apprécie tout le temps. C'est un gars qui met le sourire dans le visage de tout le monde. Il a toute une belle présence et tout ça. Donc c'est le genre de leadership, évidemment, qu'on essaie de ramener à Québec et de garder et pour t'aider à garder cet esprit-là dans la chambre, parce que en fait, je parlais tout à l'heure du fait que mon boulot de directeur général est beaucoup plus gros. Ma portion d'entraîneur, bien honnêtement, c'est beaucoup plus m'assurer que les gars sont heureux, m'assurer qu'on est une gang unie, qu'on a un esprit de corps important, plutôt que la portion stratégique ou technique. Mm-hmm. Stratégique en situation de match, oui, mais à part de ça, c'est vraiment ça. Fait que, cette année est un bon exemple à ce niveau-là. On a plusieurs nationalités. On a 3 Panaméens, 3 Japonais, un Dominicain, des Vénézuéliens, des Américains, des Canadiens, des Québécois. Donc, il y a plein de langues qui se parlent, il y a plein de clics qui pourraient se former. Donc, notre gros défi cette année particulièrement, mais d'année en année, c'est de s'assurer qu'on est une famille. T'sais. Donc, on fait des jeux comme là, le camp d'entraînement, j'en parle des fois, mais hier, on est allé chanter du karaoké de la gang ensemble. Tout le monde était obligé de donner des performances. On donnait des pointages, on donne des prix pour les meilleures performances. Fait que c'est une façon un peu de les sortir de leur zone de confort, d'apprendre à se connaître. Ce soir, on va jouer au quai, tout le monde ensemble. C'est moi qui forme les équipes. Donc, je vais mettre notre Vénézuélien qui ne parle qu'espagnol avec un Japonais, avec un Québécois, avec un Américain, pour qu'ils apprennent à se connaître aussi, pour pas qu'à la fin de l'année, on se retrouve et qu'il y en a 2 qui ne savent pas le prénom de l'autre, comme ça pouvait arriver dans les ligues mineures. Dans les ligues mineures, comme tu sais, j'ai eu des coéquipiers qui m'ont jamais adressé la parole dans le A, par exemple, pour différentes raisons, puis c'était pas conscient, mais c'était ainsi, tu sais. Donc, c'est vraiment une des choses qu'on essaie de faire d'année en année, de s'assurer que tout le monde se parle, qu'il n'y a pas de clic, qu'il n'y a pas de personne qui maugrée, qui chiale contre quoi que ce soit. On se parle, on s'aide. Et puis, je pense une grosse partie de notre succès, c'est ça. Je pense qu'on se bat, on joue tout le monde ensemble. Ça a souvent été nous contre eux, us versus them, un peu l'équipe canadienne contre le monde. C'est le fun parce que même les Américains adhèrent un peu à ça pour dire que
on est la ville de Québec, on est le Québec dans un sport professionnel américain, dans une ligue américaine. On dirait qu'on se fait un peu ce plaisir-là de les troubles fêtes. Ceci dit, ta question n'avait aucun lien avec ça. On parlait de mes entraîneurs, mais Lachlan et Christian sont de retour. Non, mais écoute, j'aime ça. Tu donnes quasiment le goût à John Ross de se présenter au camp, là. Fait que... Il est invité, il sait qu'il y a une invitation à chaque fois. Ceci dit, il passerait moins inaperçu, je pense, en 2000. Écoute, Pat, les ligues indépendantes ont explosé. On sait que le baseball affilié, on a enlevé des équipes. Ça devient évidemment une situation qui est vraiment fort enviable pour vous autres. Rapidement, si tu me parles de la Ligue Frontier, est-ce que tu aimes ce que tu vois? Parce qu'on est rendu à pas mal d'équipes. On aimerait ça en avoir une couple d'autres dans la région de Montréal, mais ça sera pour un autre dossier. Est-ce que tu aimes ce que tu vois là, de la Ligue? Est-ce que tu es content? Parce que là, on est passé de la Northern à la Can-Am, puis là, à la Frontier au niveau des capitales. Est-ce que tu entrevois 2025, ça va une espèce d'expansion qui se poursuit ou tu as l'impression que le calibre est encore toujours un petit peu meilleur? J'adore ça. J'adore ça pour différentes raisons. Comme tu l'as mentionné, le calibre est très, très haut. Les équipes des ligues majeures, pour différentes raisons, on n'embarquera pas là-dedans, mais ont décidé de laisser aller plusieurs niveaux, plusieurs équipes, ce qui améliore notre calibre aussi. Puis ils nous voient maintenant un peu plus comme je ne veux pas dire des ligues de développement parce que c'est pas ça du tout. Là. Nous, ici, on est là pour gagner et tout ça, mais eux, nous... Des partenaires, peut-être? Exactement. On est les trois grosses ligues indépendantes. On est des ligues partenaires avec des ligues majeures. Donc, ils ont décidé d'investir moins dans leurs équipes des ligues mineures, mais de prendre plus de joueurs de nos ligues. Donc, je pense qu'ils nous regardent comme si on était un de leur réseau, si on veut, pour aller nous chercher. Ça n'arrive pas tant que ça. Ils ne viennent pas nous voler des joueurs constamment pendant la saison. C'est positif et négatif dans les deux cas. Mais c'est encourageant pour les joueurs de signer dans nos ligues, sachant ça. Sachant qu'on partage nos statistiques, on a avec tous nos Rapsodos, nos Yakertech, toutes nos données maintenant, ils ont accès à ça à tous les jours. Ils peuvent voir tout ce qu'ils ont besoin de voir sur nos joueurs. Donc, ça facilite ces transferts-là, si on veut. Maintenant, le développement de la Ligue, ça nous sauve. Ça nous a sauvé les fesses à Québec parce que les années de la Can-Am où on avait... Il y a une fois qu'on a eu 4 équipes, on a eu des 6 équipes. On est à une équipe qui saute pour d'être en grand danger de survie. Là. Quand on est tout seul sur notre île à Québec, là, quand il n'y a aucun autre marché géographiquement près de nous, ça nous mettait à risque d'année en année. Maintenant, 18 équipes avec d'autres qui devraient se joindre à nous, qu'on parle de Montréal ou pas. Là, toi et moi, c'est dans nos rêves depuis toujours d'avoir le retour du baseball professionnel à Montréal. On le souhaite vraiment, mais sinon, il y a quand même des marchés maintenant près de nous avec Albany qui est tout près, Ottawa, j'allais dire Montréal, Trois-Rivières, Brockton maintenant qui est près de Boston, puis il y en a d'autres qui sont tout près, qui ont leur contrat, si on veut, viennent à échéance dans les ligues collégiales et tout ça. Donc, il y a des belles choses qui se préparent, à mon avis. On est rendu à 18, donc la ligue est forte et puissante. C'est la plus grosse ligue du baseball indépendant. C'est probablement la plus respectée pour toutes les raisons qu'on connaît. Donc, on s'en va dans une bonne direction. L'ajout stratégique de 2 villes loin cette année avec Downey, qui est en Caroline du Nord, et Mississippi, ben, ça fait qu'il y a plein de beaux marchés entre ces villes-là et les villes plus près qui sont propices potentiellement à s'ajouter à la Ligue au fil des ans. Donc, les buts de nos propriétaires, de nos présidents, c'est un peu de continuer à grandir là-dedans. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Mais la beauté là-dedans, c'est que ça ne dilue pas nécessairement le talent à cause du fait, comme tu l'as mentionné, qu'il y a moins de joueurs qui signent des contrats affiliés. Ouais. Et on devient la ligue la plus forte, une des ligues les plus fortes. Donc, les joueurs veulent être dans cette ligue-là. Ben, écoute, Pat, ça a été extraordinaire. Ça met vraiment la table à cette prochaine saison-là. Merci pour ton temps. Bonne chance. Écoute, on va vous souhaiter un autre championnat, mais à un moment donné, les équipes vont commencer à vous haïr. C'est fait. Avec... On va parler au meeting de ligue, mais merci beaucoup, c'est gentil. Et écoute, bonne chance, Patrick. On va évidemment suivre de très près les capitales de Québec cette année et tout ce qui se passe avec la Ligue Frontier. Et on se croise les doigts peut-être pour quelque chose, comme tu l'as dit, là, un petit rêve que tout
une bonne partie de la famille baseball du Québec aimerait voir, là, c'est du baseball effectivement professionnel à Montréal. Encore une fois, merci Patrick, c'était fort intéressant, puis meilleure des chances pour la saison 2025. Très apprécié, merci pour ton temps, Marc. Merci, bonne journée.